Salut à tous, c'est Maxime de la chaîne Bourse Solutions, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de la société Abbott Laboratories, symbole ABT. Alors si tu es débutant, pas de panique, on va vraiment passer en revue l'ensemble des critères que nous regardons pour trouver les meilleures sociétés sur lesquelles investir. Donc voilà, et surtout en fait en fin de vidéo, on va essayer de trouver un prix idéal pour pouvoir réaliser un rendement qui superforme le marché, l'indice de référence du moins. Alors, Abbott Laboratories, donc c'est une société dans le domaine de la santé qui s'échange actuellement à 87 $ par action. Une capitalisation boursière relativement haute, 166 milliards de dollars. Donc pour rappel, la capitalisation boursière, c'est quoi? Eh bien tout simplement, c'est si une personne devait racheter l'intégralité des actions en circulation de cette société, alors elle devrait débourser 166 milliards de dollars. Maintenant, on va comparer cette capitalisation boursière avec ce qu'on appelle l'entreprise value, la valeur d'entreprise, donc qui est juste ici. Et on peut voir ici qu'entre les deux, là, hop, entre ces deux chiffres, il y a un delta de 28 milliards. 28 milliards. Donc tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si la valeur d'entreprise ici est plus élevée que la capitalisation boursière, alors c'est-à-dire que l'entreprise, la différence en fait, c'est la dette nette. Donc on peut voir ici qu'il y a une dette nette de 28 milliards de dollars. Maintenant, ces 28 milliards de dollars, on va vouloir savoir est-ce que oui ou non, ils vont pouvoir être remboursés relativement rapidement. Et donc pour ça en fait, on va aller regarder ici le free cash flow moyen au cours des 5 dernières années, qui est juste ici, et qui est de 6 milliards pour cette entreprise. Et donc 28 milliards comparé aux 6 milliards, eh ben, ça correspond à entre 4 et 5 années, quoi. Ce qui correspond que l'ensemble de la dette de l'entreprise va pouvoir être remboursé en moins de 5 ans. Donc, ce qui est bien, ce qui est un bon point. Maintenant, on va regarder les indicateurs de rentabilité. Et là, qu'est-ce qu'on va vouloir? On va vouloir que le ROA, qui est le retour sur ses actifs, le ROE, qui est le retour sur ses capitaux propres, et ici le ROIC, donc on va prendre aussi la moyenne sur 5 ans. Donc là, le ROIC, c'est le retour sur ses capitaux investis. Donc les capitaux investis, c'est quoi? Eh bien, c'est tous les capitaux qui ont été apportés par les actionnaires, donc ce qui correspond en fait au ROE, ainsi que tous les capitaux qui proviennent de la dette. Donc des dettes que l'entreprise a réalisées pour pouvoir financer ses activités. Et donc on va vouloir que ces trois métriques soient chacune supérieures à 12%. Et donc comme on peut le voir ici, en fait, il n'y a que le ROE, donc retour sur ses capitaux propres, qui est supérieur à cette valeur. Tous les autres, on est à 7-8%. Donc ce qui est, à mon sens, trop faible pour une entreprise. Maintenant, au niveau des marges, donc l'entreprise réalise une marge brute ici de 55%, ok, plutôt pas mal, et une marge nette de 12-13%, elle est entre 12 et 14%, ce qui est ok. Nous on demande minimum 10%, donc on est légèrement au-dessus, ok. Comme on peut le voir ici, donc l'entreprise verse un dividende, donc au prix actuel ça correspond à un rendement de 2,1%, et donc ce dividende a été payé cette année à l'ensemble des actionnaires 3,43 milliards. Et donc ce qu'on veut, c'est comparer ces 3,43 milliards au free cash flow moyen des 5 dernières années. Pour voir si oui ou non ce dividende est pérenne dans le temps. Donc quand on compare ici à sa moyenne sur 5 ans du free cash flow, qui est 6,25, donc on peut voir que ce payout ratio, qu'on va l'appeler, il est légèrement supérieur à 50%. Nous, ce qu'on va vouloir, c'est vraiment un payout ratio inférieur à 50%, afin que l'entreprise puisse utiliser au moins la moitié de ce qu'elle génère pour faire autre chose que de distribuer des dividendes. Là, on est légèrement au-dessus, donc ça semble un dividende relativement pérenne dans le temps. Donc maintenant, on va aller voir au niveau de son compte de résultat. Donc, une autre métrique qui est importante, c'est la croissance du chiffre d'affaires au cours des 5 dernières années. Donc on va aller regarder ici en 2019, le chiffre d'affaires était de quasiment 31 milliards et il est passé ici à 40 milliards de dollars.
Donc là, très bien, une augmentation de 33% de son chiffre d'affaires. Maintenant, le chiffre d'affaires est en croissance, c'est bien, mais on va vouloir aussi que son résultat net soit aussi en croissance. Sinon, ça veut dire que la croissance du chiffre d'affaires est rattrapée par la croissance aussi de charges. Donc, on va aller voir ceci. En 2019, 2,90 pour finir ici à 5,15. Et là, clairement, on est à plus de 33% d'augmentation du résultat net. Donc, ce qui est une bonne chose. C'est-à-dire que l'entreprise génère de plus en plus de chiffre d'affaires, mais a réussi aussi à réduire ses charges pour avoir une marge plus importante. Donc, c'est un très bon point. Maintenant, on va regarder au niveau du bénéfice par action, et on veut que lui aussi soit en augmentation d'année en année. Donc en 2019, il était de 1,64$ pour finir cette année à 2,95$. Donc encore une fois, un autre bon point pour l'entreprise. Enfin, on va regarder une métrique qui est regardée par très peu d'investisseurs, et pourtant elle est très importante. C'est le nombre d'actions en circulation. Donc le nombre d'actions en circulation, nous, on veut qu'il soit constant dans le temps ou en diminution. Et pourquoi on veut ça ? Je vais vous donner un exemple tout simple. On va imaginer qu'une entreprise est divisée en 10 actions. Et vous possédez une action de cette entreprise. Donc un dixième. Donc si l'entreprise réalise des bénéfices, vous allez pouvoir récupérer 10% de ces bénéfices. En revanche, maintenant, on va dire que l'entreprise décide d'émettre de nouvelles actions. Et elle veut en émettre 10 actions supplémentaires. Voilà. 10 actions supplémentaires. Donc du coup, vous, en tant qu'actionnaire, vous possédez toujours votre action. Sauf que maintenant, il n'y a plus 10 actions en circulation, mais il y en a 20. Donc du coup, vous n'êtes plus actionnaire de 10% de cette entreprise, mais uniquement de 5%. Un vingtième de l'entreprise. Donc, vous n'avez plus que 5% des bénéfices à récupérer, là où avant vous en aviez 10. En revanche, si l'entreprise décide de racheter ses actions et de passer par exemple, donc initialement à 10 actions, on passe maintenant à 5 actions. Donc vous qui possédiez un dixième de l'entreprise, maintenant vous en possédez un cinquième, soit 20%. Donc s'il y a des bénéfices, vous pouvez les récupérer à hauteur de 20%. Donc c'est pourquoi il est très important en fait que cette métrique soit constante ou en diminution dans le temps. Donc en 2019, il y avait 1,77 milliard d'actifs en circulation et cette année on est à 1,74 milliard. Donc les actifs sont en diminution, pas de beaucoup, mais en diminution. Donc c'est un bon point. En tant qu'actionnaire, vous n'êtes pas dilué. Maintenant, nous allons regarder le free cash flow, qui est, à mon sens, probablement après le ROIC, la métrique que je regarde le plus. Donc le free cash flow qui est là. Et donc qu'est-ce qu'on va vouloir ? On va vouloir tout simplement, comme pour le chiffre d'affaires ou comme pour le résultat net, on veut que ce free cash flow soit en croissance d'année en année. Donc on peut voir qu'il est passé ici, ici de 4 milliards 10 à 5 milliards 49. Donc un bon point pour l'entreprise. Et pourquoi en fait on veut que ce free cash flow soit déjà positif et en croissance ? Tout simplement parce qu'en fait le free cash flow c'est vraiment le sang de l'entreprise. C'est vraiment avec ça que vous allez pouvoir réaliser l'ensemble des choses. Vous allez pouvoir faire vous allez pouvoir réaliser 5 choses. Vous allez pouvoir distribuer des dividendes, donc chose que réalise cette entreprise. Vous allez pouvoir rembourser vos dettes. Vous allez pouvoir réinvestir cet argent dans votre entreprise pour accroître le chiffre d'affaires ou les marges, etc. Ou trouver, de nouveaux brevets pour des entreprises comme ça dans la santé. Vous allez pouvoir acquérir de nouvelles sociétés et vous allez pouvoir aussi racheter vos propres actions. Donc cette métrique est vraiment très importante, il faut vraiment que vous la regardiez. Maintenant, ce qu'on va regarder, donc comme je vous le disais, avec le free cash flow, on peut rembourser sa dette. Et donc ce qu'on va vouloir voir, c'est si la dette long terme de l'entreprise peut être remboursée en moins de 5 années de son free cash flow moyen sur les 5 dernières années. Donc du coup, on va prendre ces 6,25 milliards
et qu'on va les multiplier par 5. Donc ça donne 31,25. 31,25 milliards. Donc on va voir ici dans le bilan comptable et on veut que sa dette long terme soit inférieure à 31 milliards. On arrive juste ici, dette long terme, 21 milliards. Donc là, un autre bon point pour l'entreprise. Donc si on récapitule, l'entreprise a réussi à croître son chiffre d'affaires, son résultat net, son free cash flow, est très faiblement endetté, comme on a pu le voir avec la différence entre sa capitalisation boursière et sa valeur d'entreprise. Et comme on peut le voir ici avec sa dette long terme. L'entreprise rachète ses propres actions. Le bénéfice par action de la société est en croissance. Les marges nettes de la société sont supérieures à 10%. Ok. Ce qui cloche, c'est uniquement ses indicateurs de rentabilité, donc principalement son ROA, retour sur ses actifs, et son ROIC, retour sur ses capitaux investis, qui est là très faiblard à mon sens. Il est quasiment divisé par 2 par rapport à ce qu'on recherche. Donc on va aller quand même jeter un coup d'œil à ce que pensent les analystes. Donc les analystes s'attendent à quoi? Ils s'attendent à une croissance du bénéfice par action au cours des 4 prochaines années, passant de 4,44$ à 6,03$. Ok. Et maintenant, au niveau du chiffre d'affaires, ils s'attendent aussi à une croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise d'environ... Allez, si on part à partir de là, décembre 2023, tac tac. Allez, on est autour des peut-être 5-6%. Ouais, autour des 6%. Donc on va essayer, nous, de trouver ce prix d'achat idéal. Donc j'ai mis ici directement, j'ai déjà fait les analyses avant de commencer la vidéo. Donc vous allez pouvoir les retrouver. N'hésitez pas à faire, donc on réalise des analyses sur 10 ans. Donc si besoin, faites un screen là pour voir, ou mettez juste en pause la vidéo. Et on va voir ce que ça nous donne. On va appuyer ici sur analyser. Et qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien ça nous dit tout simplement que si vous pensez que les estimations faibles se réaliseront, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires va augmenter de 4% tous les ans, que la marge nette sera de 12%, la marge sur les free cash flow de 14%, que le PER et PCF seront de 14 dans 10 ans, et que vous souhaitez réaliser un rendement de 12% par an, alors il faudrait acheter l'entreprise, l'action, entre 36 et 42$. En revanche, si vous pensez que ce sont les estimations les plus hautes qui se réaliseront, donc 6% de croissance du chiffre d'affaires annuel, 14% de marge nette, 17% de marge sur free cash flow, des PER et PCF de 16 dans 10 ans, et que vous souhaitez réaliser un rendement de 15% par an, alors vous devez acheter l'action entre 42 et 51$. Maintenant, qu'est-ce que ces 3 chiffres d'en bas nous indiquent? Eh bien, ils nous indiquent tout simplement, donc si nous prenons par exemple les estimations moyennes ici, si vous pensez que l'entreprise réalisera ces estimations au cours des 10 prochaines années et que vous achetez l'entreprise aujourd'hui à son prix actuel de 97$, alors vous réaliseriez un rendement annualisé de 3,34%. Donc ce qui est plus que faiblard. Donc honnêtement, si vous aimez cette entreprise et que vous souhaitez un jour devenir actionnaire, alors dans ce cas-là, la seule chose que vous pourriez faire, c'est d'attendre qu'elle arrive à des niveaux de valorisation raisonnables. Moi personnellement, je sais qu'il existe des sociétés encore mieux gérées dans le domaine de la santé. Donc moi, la société Abbott, je ne vais même pas y prêter attention. Je la mets de côté et je préfère investir sur d'autres sociétés qui seront déjà de 1 mieux gérées, même si Abbott c'est déjà plutôt pas mal, et qui me permettront de réaliser des rendements relativement convenables. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez la moindre question. Il n'y a aucune question bête. Ce qui est bête, c'est vraiment de rester dans l'ignorance. Si vous souhaitez, c'est pareil que nous réalisions des analyses d'entreprise, donnez-nous des noms. Il n'y a pas de problème là-dessus. Avec ce logiciel, on peut cependant analyser que des entreprises américaines ou canadiennes
Pour l'instant, on ne va pas trop se focaliser sur les entreprises européennes parce qu'on n'arrive pas forcément à trouver de site où il y a l'ensemble de ces informations qu'on peut vous donner en un coup d'œil. Donc voilà, on va vraiment nous se focaliser sur des entreprises américaines, canadiennes. Donc voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à les poser. Abonnez-vous pour ne pas nous louper nos prochaines analyses d'entreprise. On a lancé récemment une mini-série 100% gratuite, donc à la fois sur YouTube ou sur nos réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram ou TikTok, où nous vous apprenons pas à pas à investir en fait sur le marché boursier. Donc on va passer sur comment faire pour ouvrir un PEA, un CTO, comment faire, quelle stratégie adopter, que ce soit du stock picking, des achats via ETF en réalisant du DCA dessus, etc. Et ensuite on vous détaillera point par point les différentes métriques, à quoi elles servent exactement. Donc voilà, c'est une mini-série 100% gratuite qu'on vous met à disposition. Donc n'hésitez pas à vous abonner. C'était Maxime, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!